Les enfants sont rois, partie 17. Clara Roussel a 45 ans. Elle vit toujours seule et n'a pas d'enfant. Dans un contexte paradoxal d'épuisement des ressources et de multiplication des objets connectés, sa vie, en apparence, n'a pas beaucoup changé. Il lui semble pourtant avoir entamé une lente et nécessaire métamorphose. À la barbarie jamais démentie des affaires sur lesquelles elle enquête, elle oppose une distance émotionnelle obtenue de haute lutte et au prix d'une exigeante discipline. L'ascétisme de son existence s'est précisé. Elle boit volontiers quelques verres, mais mange peu, ne possède pas grand-chose, à part quelques bijoux qui appartenaient à sa mère, parmi lesquels une vieille montre Lippe qu'elle ne quitte jamais. Elle aspire à une forme d'allègement, voire de dénuement, et ne craint pas le repli, une manière de se soustraire à la violence et au chagrin. C'est ainsi qu'elle se protège, ou croit se protéger. Ses relations se comptent sur les doigts d'une main. Chloé, son amie devenue juriste, est la mère de 2 petits garçons dont Clara s'occupe régulièrement et qui l'adorent. Ses voisins, 2 couples de flics qu'elle connaît depuis 15 ans, l'invitent à dîner presque chaque semaine. Elle est l'amie célibataire qu'ils aiment taquiner sur ses conquêtes ou sa vie sentimentale, figée à leurs yeux dans une sorte d'adolescence éternelle, et que leurs enfants considèrent comme l'une des leurs. Plus que jamais, il lui semble être au service d'une raison supérieure, à laquelle elle se garde bien de donner un nom. Ni Dieu ni maître, mais un chemin, le sien indéniablement, passe par le sang. S'il lui arrive de se laisser aller à quelques rêveries teintées de nostalgie, elle ne concède rien au regret. Elle est là où elle devait être. Au bastion, elle occupe toujours la fonction de procédurière, dorénavant au sein du groupe Lasserre. Par tradition, les groupes portent le nom de leur chef, et Cédric Berger a quitté la crime il y a quelques années pour prendre un poste de chef de section à la brigade de protection des mineurs, au sein de laquelle il avait commencé sa carrière. Sa fête de départ est restée dans les annales, pas seulement en raison du nombre de cadavres de bouteilles retrouvés le lendemain. Les mots adressés à Clara lors de son discours d'adieu appartiennent désormais à la mythologie du service. Rarement plus belle déclaration d'amour professionnelle avait été prononcée au sein de la police judiciaire. Après le départ de Cédric, Clara s'est vue proposer le poste d'adjointe au chef de groupe, qu'elle a refusé. De plus en plus volumineuse et de plus en plus complexe, c'est la procédure qui l'intéresse. Elle aime former les plus jeunes, et il n'est pas rare que les procéduriers des autres groupes viennent lui demander conseil. En dehors des constatations sur les scènes de crime et des autopsies auxquelles elle doit assister, elle passe la majeure partie de son temps à son bureau, à rédiger des actes et des réquisitions, à répertorier des scellés et des analyses, à mener ou relire des auditions. Au cœur de la procédure, le procès-verbal reste son cheval de bataille. S'attacher à relever les ambiguïtés et les approximations, à produire un récit au plus près des faits, voilà ce qui l'occupe en premier lieu, et ce qu'elle veut transmettre. De temps en temps, quand elle en a marre de la paperasse, qui subsiste malgré la numérisation exhaustive des pièces et des données et l'apparition régulière de nouveaux logiciels, elle est de sortie. Il y a quelques années, alors qu'elle participait à une interpellation a priori sans risque et sans renfort, Clara et 2 de ses collègues ont été piégés dans un guet-apens. Elle est restée immobilisée plusieurs minutes, un bras inconnu serré autour du cou et une arme braquée sur la tempe,
Elle se souvient d'avoir senti son rythme cardiaque se ralentir, et comme sous l'effet d'une réduction drastique des flux, son corps tout entier se polarisait sur ses fonctions vitales. Les bruits, les mots, les gestes, tout ce qui se jouait autour d'elle semblait provenir d'un monde ouaté, lointain, dont la rapidité ne pouvait plus l'atteindre. Elle n'a pas eu peur. Un de ses collègues a été blessé à la jambe, l'autre à l'épaule. Elle s'en est tirée avec plusieurs hématomes sur le cou et une torsion cervicale. Les deux suspects ont fini par s'enfuir. Ils ont été interceptés 2 jours plus tard, sur une aire d'autoroute. De retour après un bref passage à l'hôpital, Clara avait cherché en elle-même la trace de ce moment suspendu, à la fois irréel et inscrit dans son corps. Des hommes armés avaient ouvert le feu devant elle. L'un d'eux l'avait tenue en joue, mais elle n'avait ressenti aucune peur. Elle n'en tirait aucune fierté. Ce n'était pas normal. Ce soir-là, une idée bleu marine lui était venue. L'absence de peur révélait l'absence d'amour. Elle ne pense plus aussi souvent à ses parents. Un signe de l'âge sans doute, ou du temps qui passe. Les souvenirs qu'elle a gardés d'eux semblent recouverts d'une fine pellicule collante, comme ces photos qui jaunissent au contact prolongé de l'air. Ils appartiennent à une autre époque que l'on dit prénumérique et qui lui paraît parfois aussi lointaine que la préhistoire qu'elle étudiait avec passion à l'école élémentaire. Dans ce monde où chaque geste, chaque déplacement, chaque conversation laisse une empreinte, elle aimerait n'en laisser aucune. Elle est bien placée pour savoir à quel point le smartphone, quelle que soit la forme qu'il prend, aujourd'hui multiples, les assistants vocaux, la domotique, les réseaux sociaux sont autant de mouchards sans scrupules et d'inépuisables mines de renseignements pour le commerce comme pour la police. Aujourd'hui, à la crime comme ailleurs, une bonne partie de l'enquête se joue sur le tracking, vidéosurveillance, reconnaissance faciale, suivi en temps réel ou rétroactif des déplacements, étude des communications, des factures, des disques durs et des historiques de recherche, analyse des comportements, plus rien n'échappe au contrôle. À mesure qu'elle utilise ces outils dans son métier, dans un mouvement inversement proportionnel, Clara Roussel s'attache à disparaître. Si, comme on le dit, la société actuelle se divise en deux, elle est du côté des récalcitrants. Ceux qui refusent d'être suivis à la trace comme des poulets élevés en batterie, notés comme des paquets de pâtes, ceux qui ont renoncé, autant que faire se peut, à tout ce qui permet de connaître leurs goûts, leurs amis, leurs horaires et leurs activités, ceux qui n'appartiennent plus à aucun réseau, aucune communauté, et préfèrent ouvrir des livres et des journaux que des pages Google. Déconnectés. Un choix minoritaire, mais qui gagne du terrain. Un choix difficile à tenir, mais un credo commun. Le mieux est l'ennemi du bien. Car elle n'est pas naïve. Il est impossible aujourd'hui de disparaître totalement des radars. Ne serait-ce que pour communiquer avec ses collègues, elle est obligée d'utiliser un système de messagerie instantanée dont les données, soi-disant cryptées, sont conservées par l'entreprise qui les commercialise et restent à la portée de n'importe quel hacker un peu malin. Mais limiter ses traces, réduire le halo qu'elle produit, effacer son sillage numérique, sont des combats auxquels elle refuse de renoncer. Dans sa vie quotidienne, elle limite ses empreintes. Elle n'a pas de voiture, circule à pied ou à vélo, n'utilise aucun plastique, ne prend pas l'avion, ne mange de la viande que lorsqu'elle est invitée. D'une manière générale, elle consomme peu, achète ses vêtements dans un dépôt-vente, recycle et récupère tout ce qui peut l'être.
Le monde d'après, évoqué lors de la pandémie de Covid en 2020, n'a pas eu lieu. Comme le prédisait à l'époque un écrivain célèbre, le monde est resté le même, en pire, et plus que jamais aveugle à sa propre destruction. À ces heures perdues, Clara suit d'assez près un mouvement international de lutte contre les dérèglements climatiques et l'effondrement écologique. Il lui est arrivé de rejoindre certaines de leurs manifestations et de participer, lors d'assemblées locales, au débat sur leur mode d'action. Elle est favorable à une mobilisation citoyenne et solidaire qui revendique des interventions non violentes et n'est pas totalement hostile à une forme de désobéissance civile. Lors de ces assemblées, à l'étonnement de tous, elle assume d'être flic. Elle ne craint ni le débat, ni la confrontation. Thomas s'est marié avec une médecin légiste. Il est père de 2 enfants. Il lui envoie parfois des messages écrits à la main sur des bouts de papier, signes archaïques désuets, qui franchissent le mur du temps et de l'éloignement, et qui commencent toujours par « Ma belle Clara, comment vas-tu » Elle va bien. En tout cas, c'est ce qu'elle répond. De fait, elle ne présente aucun signe majeur de dépression ni de mélancolie, bien qu'elle se soit découvert il y a peu de temps une fâcheuse attirance pour le vide. À 2 reprises, la première fois au bord des falaises d'Étretat, la seconde depuis le balcon d'une victime dont l'appartement était situé au 10e étage. L'idée de sa propre chute lui est venue. Une possibilité, un appel ou un souvenir ressurgi de l'enfance, elle n'aurait pas su le dire. Elle aurait voulu être capable de vivre au moins une grande histoire d'amour. Elle aime cette expression, aussi galvaudée soit-elle, quand elle l'entend prononcée par ses jeunes collègues. Mais cela aurait exigé une forme d'abandon dont elle n'a jamais été capable. Elle aurait peut-être dû s'allonger sur un divan pour en comprendre les raisons, mais elle a choisi de se tenir debout, quoi qu'il arrive. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours été dans cet état de tension, de vigilance, voire de méfiance, qui lui semble aujourd'hui indissociable de son métabolisme. Elle ne peut s'empêcher d'envisager le coup d'après, la chute ou la trahison. Plus que jamais, elle a fait sienne cette devise de la brigade criminelle dont l'emblème, depuis sa création, est le chardon. Qui s'y frotte, s'y pique. En ce jour de mai 2031, alors que l'été a commencé avec 6 semaines d'avance, les records de chaleur de l'année précédente viennent d'être de nouveau battus, elle arrive juste à temps pour le briefing mené tous les jours à la même heure par son chef de groupe autour d'un café réputé pour être le meilleur du bâtiment et dont la provenance reste tenue secrète. Les derniers temps ont été calmes, mais son groupe commence le soir même sa permanence pour une semaine. Jusqu'au lundi suivant, toute dérouille leur reviendra. À peine sortie de cette réunion matinale, alors qu'elle regagne le bureau qu'elle occupe, maintenant seule, Clara reçoit un message de l'accueil sur sa montre. Son rendez-vous de 10 heures est arrivé. Une alarme se déclenche. Le rendez-vous n'a pas été enregistré dans l'agenda du service. Elle peste à voix haute sur le nouveau logiciel qui, sous prétexte d'identifier toute personne pénétrant dans les locaux, s'affole pour un oui ou pour un non, au point que ses collègues de la section antiterroriste l'ont surnommée la chochotte. En effet, la chochotte n'a pas beaucoup de sang-froid et n'est pas loin de déclencher le niveau écarlate du plan Vigipirate. Clara s'assoit et par quelques mots réactive son ordinateur. Le rendez-vous ne figure pas dans son planning. En conséquence, le logiciel considère l'intrus comme dangereux et mal intentionné, d'autant que le système de reconnaissance faciale n'a pas permis de l'identifier. Par chance,
Il n'est pas connu des services de police. Après quelques secondes, le visage d'une jeune fille apparaît sur son écran avec la mention non valide. Une voix préenregistrée lui demande d'identifier immédiatement l'individu ou de déclencher l'alerte 1. Exaspérée, selon une bonne vieille méthode dont l'efficacité ne peut être contestée, Clara appelle le standard. Inutile d'envoyer les hélicoptères, elle descend. En attendant l'ascenseur, elle regarde de nouveau le visage de la jeune fille qui continue d'apparaître par intermittence sur sa montre. Un visage qu'elle ne connaît pas, elle en est sûre, et qui pourtant lui est étrangement familier. Elle entre dans la cabine et appuie sur le bouton du rez-de-chaussée. Le temps de la descente, son cerveau associe plusieurs images et elle n'a pas l'ombre d'un doute. Sous l'œil des 2 caméras et de la salle d'accueil numéro 4, assise sur la même chaise que 12 ans plus tôt, Kimi Dior l'attend. Fidèle à sa routine matinale, Mélanie Clos se lève tous les jours à 7h45. Avant de se préparer un jus de fruits frais grâce à son extracteur de jus Juna, le plus performant du marché, dont la marque lui fournit chaque année le dernier modèle en échange d'une mention positive sur l'un de ses réseaux. Elle ouvre la baie vitrée et regarde la mer. Nous jouissons d'un panorama exceptionnel, se félicite-t-elle, une phrase qu'elle aime prononcer à voix haute, presque aussi souvent que « c'est un petit paradis sur terre ». Elle pourrait parler des heures de sa maison, perchée sur les hauteurs de Sanary, et du jardin fleuri et luxuriant qui l'entoure, dont l'entretien lui coûte une fortune, mais qui figure parmi les décors les plus appréciés des fans. Il y a quelques années, ils ont décidé de quitter Châtenay-Malabry. Ils ont fait agrandir la bâtisse d'origine, un mât typique dans le plus pur style provençal, à partir des plans dessinés par Kilian Keyes, un jeune architecte devenu la coqueluche de l'immobilier grâce à Maison de Stars, l'une des dernières émissions de télé-réalité diffusée sur une chaîne hertzienne. À l'époque, Mélanie et Bruno avaient été choisis parmi une dizaine de célébrités pour partager avec les téléspectateurs cette formidable aventure. Les 3 épisodes consacrés à la transformation de leur maison, diffusés le dimanche après-midi, avaient battu un record historique d'audience. Bien entendu, Kilian Keyes était devenu un ami, et le couple avait quitté la région parisienne sans aucun regret. La pression liée à la notoriété était devenue insupportable. Non qu'ils soient moins connus ici, dans le sud, mais ils ont la possibilité de s'isoler sur leur terre, dans leur jardin, leur petit nid d'amour, aime-t-elle répéter sur ses réseaux, loin de la promiscuité imposée par la résidence du Poisson Bleu, où les voisins semblaient s'être ligués contre eux pour propager ragots et médisances. À l'époque, les pires rumeurs avaient circulé, et bien rare avait été leur soutien. L'enlèvement de Kimi reste une ombre, une entaille dans l'édifice merveilleux qu'elle a construit. Un moment terrible qu'elle souhaiterait effacer de sa mémoire et de leur mémoire à tous, dont les conséquences se sont répercutées bien au-delà de son retour. Aujourd'hui, elle sait que tout ce qui leur est arrivé de négatif par la suite vient de là, de la folie de cette femme. Cette femme a sali leur vie. Cette femme est une tache indélébile dans l'histoire exemplaire de sa famille. Ce qu'ils ont vécu à l'époque et dans les années qui ont suivi, les séquelles horribles subies par sa petite fille, et par eux tous finalement, elle ne veut même pas y penser. C'est une période qu'elle s'efforce de gommer et refuse d'évoquer. Car pour avancer, il faut parfois agir comme si les choses n'avaient jamais existé. Aujourd'hui, même si ses enfants ne vivent plus avec elle, Mélanie est suivie par plus de 3 millions de personnes, si l'on additionne ses principaux profils New Mélanie,
Bien qu'Instagram soit en nette perte de vitesse et se ringardise, elle a renommé son compte et y anime une fidèle communauté. Et With Mélanie, qu'elle a créé il y a 2 ans sur Back Home. Plus cocooning, plus stay safe, ce nouveau réseau social en pleine expansion lui offre un public plus large encore, avec lequel elle partage ses recettes, sa philosophie, ses routines et bien sûr ses états d'âme. Soucieuse de se tenir à la page et attentive à toutes les nouveautés, Mélanie a été par ailleurs parmi les premières à ouvrir sa propre chaîne de home télé-réalité, Mel Inside, désormais disponible sur la plateforme payante Share the Best. Grâce à ce concept, les abonnés peuvent passer des journées entières avec leurs people préférés. Sur ce secteur plus que prometteur, Mélanie rencontre un très gros succès. Il faut dire qu'elle se donne sans compter. Elle emmène ses fans partout avec elle et leur promet de ne rien manquer. Rendez-vous chez le médecin, séance chez le coiffeur, déjeuner avec une collègue vlogueuse ou influenceuse, tout est partagé. Et plus que jamais, le partage est sa raison de vivre. Plusieurs marques de cosmétiques et de vêtements la sollicitent régulièrement pour qu'elle fasse la promotion de leurs produits sur ses réseaux à travers la diffusion de codes promotionnels dont elle fait profiter ses chéris. La rémunération qu'elle perçoit pour ses prestations est à la hauteur de sa popularité, jamais démentie, et de son pouvoir de prescription. Son enthousiasme, ses conseils, ses confidences portent toujours leurs fruits. Par ailleurs, à la suite de son apparition dans Maison de Stars, une célèbre marque de mobilier et décoration l'a choisie comme égérie et renouvelle son contrat chaque année. Si ses revenus annuels n'atteignent pas les sommes gagnées à la grande époque de Happy Récré, sa notoriété lui assure néanmoins des revenus très confortables. Elle refuse de communiquer de manière plus précise sur ce point. Bruno est demeuré son plus fidèle soutien. Il est resté l'homme fiable et honnête qu'elle a épousé en 2011, il y a plus de 20 ans. Une seule fois, à l'époque du procès d'Élise Favard, elle a eu peur qu'il flanche. Face à cette nouvelle vague de calomnie, son mari, si solide, s'était mis à douter. Soudain, il ne semblait plus sûr de rien. Et si on se trompait, avait-il murmuré un soir, juste avant d'éteindre la lumière. Lui qui s'était toujours montré si hermétique aux jalousies et au contenu haineux, le voilà qui s'inquiétait de ce qu'on disait de sa famille sur les réseaux sociaux. Lui qui avait toujours eu une telle confiance en elle, en son jugement. Lui qui avait toujours suivi la direction qu'elle indiquait. Il avait eu un moment de faiblesse ou de découragement. Il faisait des cauchemars. Un soir, alors qu'il venait de rentrer du tribunal, Bruno s'était mis à pleurer. Il répétait « Il faut tout arrêter, je t'en supplie », en arpentant le salon. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état. La nuit qui avait suivi, Mélanie s'était demandé ce qu'il entendait par tout. Parlait-il du procès, ou plus généralement de tout ce qu'ils avaient construit? Dès le lendemain, son mari avait repris le dessus. Il n'en avait jamais reparlé, et elle s'était bien gardée d'aborder le sujet. Une fois de plus, son mari lui offrait la preuve de sa loyauté. Oui, songe-t-elle, il faut franchir les obstacles et ne pas regarder en arrière. Voilà d'ailleurs ce qu'elle conseille à ses fans, tandis que de minuscules étoiles frétillent autour de son visage et qu'une lumière chaude l'enveloppe comme un halo. Nous avons tant besoin de poésie, conclut-elle souvent face à la caméra. Pour des raisons qu'elle ne comprend pas, soi-disant cela créait des difficultés psychiques chez certaines personnes qui entraient dans une quête de reconnaissance et de plébiscite pouvant aller jusqu'à la dépression,
il n'est plus possible d'attribuer des j'aime sur Instagram. Mais par chance, Back Home a inventé un système d'adhésion tout aussi gratifiant. Ses followers lui envoient des Yes, I'm in ou Yes, me too et laissent des commentaires limités à 50 signes filtrés par la plateforme grâce à un système de reconnaissance sémantique. Tout ce qui est négatif ou dépréciatif est automatiquement supprimé. Chaque jour, Mélanie continue de recevoir une quantité d'amour qui la ravit et la comble. C'est sans doute la raison pour laquelle elle est si heureuse. Car elle est heureuse, oui, même si ses enfants sont partis. Ils sont grands, c'est la vie. Toutes les mamans poules du monde doivent se préparer à voir leurs enfants partir, a été d'ailleurs l'une de ses vidéos les plus virales. La larme à l'œil, la voix légèrement tremblante, Mélanie avait filmé les chambres de Kimi et Samy, les placards vides et les lits intacts. Ce jour-là, son cœur de maman poule était si triste. Les abonnés adorent quand elle se confie ou s'épanche. Ils veulent tout savoir d'elle et s'extasient sur tout. Là où ses concurrentes optent pour des titres courts en anglais, Mélanie s'est spécialisée au contraire dans les titres poétiques en français dont elle ne craint pas la longueur. Encouragée par ce premier succès, elle a enchaîné sur Les femmes de plus de 40 ans ont des secrets bien cachés, une vidéo consacrée à la beauté et à la jeunesse intérieure, et Mère un jour, mère toujours. Les enfants restent dans nos cœurs. À la suite de ces vidéos, elle a été attaquée par CleanUp, un site de bashing qui prétend mettre en lumière les contradictions des stars du net. Sous prétexte qu'elle continue d'utiliser des filtres lissants et repulpants pour s'adresser à sa communauté, on lui reproche le peu de cohérence entre son discours et ses actes. Ces gens-là ne comprennent rien. Ils ne savent rien de la magie, du merveilleux, de l'harmonie. Le monde a besoin de douceur, de paillettes et de couleurs pastel, a-t-elle répondu, décidant aussitôt d'en faire le titre de sa prochaine vidéo. Blessée, elle l'a été davantage par les insinuations répétées et infondées sur sa relation actuelle avec ses enfants. Le site affirmait que Kimi et Samy avaient coupé les ponts. Les gens sont prêts à inventer n'importe quoi pour générer du clic. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est largement amplifié. Mélanie rêve d'un monde rose et bleu où la violence et la jalousie n'existeraient plus. Un monde où chacun pourrait réaliser ses rêves, affirmer ses goûts et revendiquer son optimisme, sans être la cible de critiques et de moqueries. Et parfois, elle se demande si ce n'est pas à elle de le créer. Depuis quelque temps, Kim et Sam ne lui donnent plus beaucoup de nouvelles. Ils n'ont pas coupé les ponts, bien sûr que non. Cependant, elle a souvent du mal à les joindre. Elle ne peut pas partager cela avec ses abonnés. D'abord parce qu'elle craint les médisances. Ensuite parce qu'ils seraient sans doute déçus d'apprendre qu'après tout ce qu'elle a fait pour eux, ses enfants se sont éloignés. Elle a été une mère si dévouée, si présente. Elle a tant travaillé pour assurer leur avenir. Grâce à Happy Recré, cet empire qu'elle a créé de toutes pièces, non seulement Kim et Sam sont de véritables stars, mais aujourd'hui, chacun d'eux possède un appartement à Paris. Et tous les deux vivent sur l'argent du compte qu'elle avait ouvert à la caisse des dépôts et consignations et auquel, comme la loi le prévoyait, ils ont eu accès à leur majorité. Malheureusement, comme si cet argent leur brûlait les mains et qu'ils s'étaient entendus pour le dilapider, ni l'un ni l'autre ne suit les conseils qu'elle leur a donnés. Ils sont partis. C'est dans l'ordre des choses. Toutes les mamans poules du monde doivent se préparer à voir leurs enfants partir. Oui, ainsi va la vie. Elle téléphone à Samy au moins une fois par semaine. Le plus souvent, son fils lui répond,
Mais il parle à voix basse et raccroche au bout de quelques secondes. Il est bizarre, elle ne sait rien de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. Il a toujours l'air pressé. Il dit qu'il lui expliquera plus tard. Samy ne leur raconte plus rien, alors Bruno s'inquiète. En ce moment, Bruno s'inquiète beaucoup. Pour les enfants, pour des tas de petites choses insignifiantes qui prennent des proportions exagérées. Il se pose des questions, il rumine des histoires du passé, il commande des livres numériques sur la psychologie. C'est la crise de la quarantaine. Parfois, elle se demande si ce comportement bizarre n'a pas commencé lorsqu'ils ont appris par la radio la mort de Grégoire Larondeau. Greg s'est suicidé. C'est affreusement triste, bien sûr. Elle n'avait plus aucune nouvelle depuis des années. Après le retour de Kimi, il a cessé de l'appeler. En 2025, il a tenté un comeback raté dans la première et dernière saison des vétérans de koh. Le programme a été un échec retentissant. Le soir où ils ont appris cette triste nouvelle, Mélanie a pensé que son mari devait éprouver un grand soulagement. En silence, ils se sont regardés. Bruno avait l'air très affecté. Il s'est dit que cela remuait pour lui de mauvais souvenirs. Mais depuis cette période, peut-être est-ce juste une coïncidence, il s'inquiète pour tout. Elle pense que Samy fait une crise d'adolescence tardive. Cela arrive chez des enfants choyés. Car au contraire de Kimi, qui leur en a fait voir de toutes les couleurs à cause de cette femme, Samy ne s'est jamais opposé. Il a toujours bien travaillé à l'école et s'est toujours très bien débrouillé. Mélanie adore repenser au petit garçon qu'il était, si gentil, si sage, toujours enthousiaste, toujours souriant, capable de recommencer 5 ou 6 fois la même scène sans broncher. À vrai dire, Samy a toujours été partant pour tout. Les challenges, les blagues, les voyages. Contrairement à sa sœur, il ne traînait pas les pieds, ne remettait jamais rien en question. Samy a toujours eu ses propres fans. Enfant, il adorait le déballage de jouets. Mais en grandissant, lorsqu'ils sont devenus à la mode, il s'est pris de passion pour les pranks. Il imaginait lui-même de nouveaux scénarios. Lorsqu'il a créé sa propre chaîne, consacrée aux jeux vidéo, il a rencontré un énorme succès. Il a pu développer sa propre communauté. Son sourire, ses yeux verts, cet air de gentil nounours qui lui vient de son père avait un succès fou. Samy était le grand frère idéal et le meilleur ami. Les jeunes filles rêvaient de le rencontrer et les garçons de lui ressembler. Ce qui s'est passé pour qu'il arrête comme ça, du jour au lendemain, sans aucune explication, sans aucun message adressé à ses fans, elle ne l'a jamais su.